Imaginez, vous êtes invité à une fête dans une maison tranquille, dans un bon quartier. L'ambiance est légère, la musique résonne, la boisson coule à flot. Rien d'anormal. Mais derrière les rires, quelque chose s'est glissé dans les boissons. Une décision aussi stupide que cruelle. Celui qui a fait ça avait 16 ans. Il pensait que ce serait drôle, un simple prank pour faire parler un petit peu. Mais ce qu'il a déclenché, c'est une nuit de chaos, d'humiliation et un souvenir que personne n'a jamais pu effacer. Aujourd'hui, il cherche pas à se justifier, il raconte juste, pas pour se racheter, juste pour que vous sachiez. Et voici l'histoire du prank qui a littéralement tout détruit. Revenons là où tout a commencé. Mikey, il a 16 piges et franchement, il attend qu'une chose. C'est la soirée de fou de ce soir. Ses parents sont partis en week-end, la maison est vide, c'est le plan parfait. Il tourne en rond dans le salon, un sourire collé aux lèvres. Il a tout prévu. La musique crache déjà à fond depuis son téléphone branché sur les énormes enceintes qu'il a empruntées à son grand frère. Sur la table basse, des bouteilles de soda et de jus de fruits font illusion, à côté de quelques paquets de chips et tout. Mais la vraie fête, elle est cachée dans le garage. Derrière des cartons, il a planqué des tonnes de bouteilles d'alcool, chopées, on ne sait pas trop comment. Et puis il y a son arme secrète, une cargaison de laxatifs qu'il a commandé sur internet. Il se dit que ça va mettre un petit peu d'ambiance, une petite blague, un petit prank inoffensif. Il est loin, mais alors très loin d'imaginer la catastrophe qui se prépare. Il envoie un dernier message groupé à tous ses contacts. Ce soir, c'est chez moi, ramenez-vous. Son téléphone vibre aussitôt, une avalanche de réponses positives. L'excitation monte d'un cran. Dès la tombée de la nuit, les premiers invités commencent à arriver. D'abord quelques potes, puis des connaissances, puis des inconnus ramenés par des amis d'amis. En un rien de temps, la maison se remplit à une vitesse folle. La musique monte encore d'un cran, les conversations fusent, l'odeur de la bière commence à flotter dans l'air. La maison tremble sous les basses, il y a une foule de mecs et de nanas qui se sont ramenés. Tous excités à l'idée de faire la fête. Ça rigole, ça discute, les verres se vident à une vitesse folle. Sur une table de fortune, le beer pong bat son plein et dans le jardin, quelques-uns essayent des dunks improbables au panier de basket. Des couples se forment dans les coins sombres, l'atmosphère est électrique. Mikey, il est au centre de l'attention. Il kiffe son rôle de maître de cérémonie. Sauf que son plan, en fait, il est déjà en marche. Il a déjà versé le laxatif dans les boissons depuis un moment. Et il observe la foule avec un mélange d'excitation et d'impatience. Il attend le moment fatidique, le moment où sa blague va éclater au grand jour. Il mate la scène avec un sourire en coin. Il attend le bon. Il se sent puissant. Il a l'impression de contrôler la situation. Il est à 1000 lieues de se douter que tout va partir en vrille. Il observe la foule, les visages illuminés par les lumières stroboscopiques, les corps qui bougent au rythme de la musique. Il se dit que c'est la meilleure soirée de sa vie. Au début, c'est subtil, il est presque imperceptible. Il y a quelques allers-retours aux toilettes, des petits chuchotements, des petites grimaces. Puis, ça s'intensifie. Les chasses d'eau tirées à répétition, sans succès. L'odeur commence à changer. D'abord, une vague odeur de renfermé, puis une odeur plus forte, plus âcre, qui prend à la gorge. Un mélange immonde de merde, tout simplement. J'ai pas les mots. Les premiers cris retentissent, des filles hurlent, des garçons grimacent, certains se bouchent le nez avec leur t-shirt. L'ambiance festive se fissure, laissant place à un malaise palpable. On entend des « Ah, Burk, c'est quoi cette odeur? Putain, mais c'est dégueulasse !» Dans les toilettes, c'est le chaos total. Les deux WC sont bouchés. Une mixture brunâtre déborde des cuvettes. Des gens font la queue, le visage rouge de gêne et de désespoir. D'autres, incapables de se retenir plus longtemps, se soulagent tant bien que mal dans le jardin, derrière des buissons, sous les regards horrifiés des autres invités. L'odeur devient insupportable, elle imprègne tout, les vêtements, les cheveux, la peau. On a l'impression de la sentir jusque dans l'arrière-gorge. La musique qui crachait encore quelques minutes auparavant s'est tue, étouffée par le brouhaha des conversations paniquées et des cris de dégoût. Et puis, y a lui, un type que Mike ne connaît pas, un grand costaud, le visage injecté de sang, les poings serrés. Il se fraye un chemin à travers la foule, son regard noir fixé sur Mikey. Il l'attrape par le col, le plaque contre un mur. « C'est toi l'enfoiré qui a organisé ça ?» Son haleine sent un mélange immonde de bière et d'autres choses. Mikey, pétrifié, ne parvient pas à articuler un mot. Il sent la peur monter en lui, une peur froide et viscérale. Il voit le dégoût dans les yeux du type, un dégoût profond,
absolu, un dégoût qui le transperce. « Je vais te défoncer mon gars !» C'est ce que hurle le type avant de le relâcher parce qu'il est en train de se plier en deux. Il a une main sur son ventre et il se met même à cracher par terre. « Putain mais t'es un enfoiré toi !» Et c'est ce qu'il dit avant de s'éloigner en titubant. Mikey reste là, appuyé contre le mur, tremblant de tous ses membres. Il réalise alors l'ampleur de sa connerie. Ce n'est pas juste une simple blague, c'est un désastre, une apocalypse de merde. Littéralement, le silence est brutal, un silence de mort qui contraste violemment avec le vacarme des minutes précédentes. La maison est désertée, ou presque. Quelques irréductibles, pas gaulois, encore sous le choc, tentent tant bien que mal de nettoyer les dégâts les plus visibles. Et ça avec les moyens du bord. Il y a des serpillères trempées, des rouleaux de papier vides, une odeur persistante qui refuse de partir. Parce que heureusement pour eux, il y en a certains qui n'ont pas bu d'alcool. Et c'était ces boissons-là qui étaient le plus touchées par les laxatifs. Et à un moment, la fête elle est bien belle, mais la porte s'ouvre. Et qui rentre à la maison, les parents de Mikey. Quand ils entrent dans la maison, clairement leur visage se fige. D'abord de l'incompréhension, eux, ils voulaient juste partir en week-end, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Et ensuite, ils découvrent l'horreur. Et forcément, la colère vient. La mère de Mikey porte sa main à sa bouche. Un hoquet de dégoût la secoue. Le père, lui, reste silencieux, les mâchoires serrées, le regard noir. Mais Mikey, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que t'as fait? Mikey baisse les yeux. Il peut pas les regarder en face, la honte l'envahit. Une honte profonde, cuisante. Il bredouille quelques excuses maladroites, des petites justifications. Non mais j'ai rien fait, c'était pas ma faute, je pensais pas que ça en arriverait là. Forcément, rien n'est fait, le silence glacial de son père est encore plus terrible que les cris. La police arrive peu de temps après, elle a été alertée par des personnes qui ont participé à la soirée. L'un des officiers arrive sur place et prend des notes. Il pose des questions, il observe les lieux avec un air désabusé. Il a sûrement vu pire, mais bon. Ça rend pas la situation moins grave. Les jours qui suivent sont un cauchemar, les parents des autres invités portent plainte. Avec tout ça, Mikey, il est convoqué au commissariat, interrogé pendant plusieurs heures. Il raconte sa version des faits, il essaye de minimiser son implication, mais forcément ça trompe personne. Le verdict tombe, travaux d'intérêt généraux. Des heures à nettoyer les rues, à ramasser les ordures, à repeindre des murs tagués. Ils lui ont mis des travaux d'intérêt généraux, surtout en rapport avec tout ce qui est le nettoyage. Parce qu'avec la connerie qu'il a fait, voilà. Au fond de lui, Mikey, il sait qu'il mérite bien ces travaux d'intérêt généraux. Et justement, pendant ces travaux, il a le temps de réfléchir, beaucoup de temps. Il repense à cette soirée, à son idée stupide et aux conséquences désastreuses. Il comprend enfin l'étendue de sa connerie. C'était pas une simple blague. C'était une catastrophe. Il a gâché une soirée, il a humilié des gens, il a déçu ses parents et surtout, il s'est dégoûté lui-même. Depuis, il y a 20 ans qui sont passés depuis cette histoire. Aujourd'hui, avec le recul, il peut enfin partager cette histoire sans trop de honte. Il a un certain détachement même. C'est une histoire de jeunesse, une histoire de conneries, une histoire qui lui a appris une leçon qu'il n'oubliera jamais. Il avait 16 ans, il était insouciant, il se pensait tout puissant. Il a organisé une fête chez lui pendant l'absence de ses parents. Et une fête qui normalement devait être comme toutes les autres. Sauf qu'il a eu une idée stupide, une blague qui a tout gâché. Il a mis du laxatif dans les boissons. Il pensait que ça allait être drôle, que ça allait juste mettre l'ambiance. Mais bon, il est allé un petit peu trop loin dans sa connerie. Et c'est comme ça que se termine, c'est pas forcément un thread d'horreur. En tout cas, pour ceux qui l'ont vécu, je pense que c'était un thread d'horreur. Moi, je l'ai trouvé dans un truc de confession. Donc lui, il partage ça en mode confession, en mode j'ai fait une connerie il y a 20 ans. Mais je peux vous jurer que, à mon avis, les gens là qui étaient là, quand t'as un peu mal au ventre et tout, déjà quand t'es un peu, un peu intolérant au lactose. Voilà, je suis intolérant au lactose, si t'en prends un petit peu trop, déjà tu sens que, mais t'arrives à le contrôler. C'est de ta faute un peu, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, comme ça devait être au lycée, plus ou moins à peu près, lui il a 16 ans, donc je pense que c'est des gens à peu près de cet âge-là. Et je pense qu'au lycée, ça fait les beaux, ça fait les belles et tout. Et quand t'arrives et que t'es là, t'es en train d'être aux toilettes, ça lâche des trucs, des machins. Je pense qu'il a dégoûté des gens. Carrément, cette soirée, je peux vous dire qu'elle est partie en cacahuète. Vous, je sais pas quelle miniature vous avez eu. Parce que moi, je fais des tests avec YouTube, ça te propose 2 miniatures. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire t'as eu quelle miniature. Mais moi, j'ai mis celle-ci et celle-ci. Voilà, donc possiblement, il y en a une, c'est vraiment, je sais pas laquelle vous aurez. Ça donne l'ambiance. Quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Littéralement. Allez, on passe au prochain thread.
Mais avant de commencer ce second thread, si tu ne me connais pas, je suis Delcor. Et ici sur la chaîne, je propose principalement, c'est-à-dire à 99%, des threads horreur. Le mardi et le vendredi à 19 h. Pour ceux qui me connaissent déjà, n'oubliez pas, un pouce bleu, ça aide énormément, s'il vous plaît. Mettez pause et mettez un petit pouce bleu. J'essaye de pas vous spammer dans les vidéos. En fait, d'ailleurs, je vous le demande qu'en intro. Donc voilà, j'essaye de pas vous spammer. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez en retour me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait très plaisir. Ça vous prend littéralement 3 secondes de temps. Je peux vous dire qu'une vidéo, ça ne prend pas 3 secondes. Surtout qu'aujourd'hui, là, on est sur une vidéo avec 8 threads d'horreur. Oui, 8. Vous avez de quoi faire. Bon, il y en a un qui est déjà passé, hein, t'as capté. Et vous savez quoi, je vais pas vous prendre plus de temps. On commence avec ce second thread. Alors, il faut savoir que c'est la première fois que Tiffany raconte un truc ici, c'était écrit. Donc j'imagine que ça devait être sur Reddit. Généralement, tout ne vient pas de Reddit, mais c'est vrai que c'est une bonne source. Elle dit également que ça va pas être la dernière chose qu'elle raconte, étant donné qu'elle en a vécu plein de dingueries. Mais bon, c'est comme ça, et elle commence à s'y faire. Disons que ce jour-là, elle utilise un faux prénom, et moi, j'ai mis que c'était Tiffany. Elle est grande, elle mesure 1m76, très mince, voire carrément maigre, et depuis qu'elle a 16 piges, on lui raconte qu'elle devrait être mannequin. Ce genre de truc. Avant ses 15 ans, par contre, elle était pas du tout attirante, selon elle. Et puis, je reprends juste ses termes. C'était une geek, une vraie, et en plus, elle se faisait harceler pour son physique, pas tant dans les normes. En gros, elle se faisait traiter de moche avec des remarques bien dégueulasses. Du coup, quand la puberté a fait tourner la roue et que d'un coup tout le monde s'est mis à la complimenter, elle y a pas cru une seconde. Elle y croit toujours pas d'ailleurs. Elle appelle ça le syndrome de l'ancienne moche. Pour elle, les gens se foutaient juste de sa gueule, encore aujourd'hui. Et c'est peut-être justement ça qui lui a sauvé la vie un après-midi de 2018. Ce jour-là, elle est dans le sud de Paris, elle revient d'on ne sait plus trop où, et elle traverse la rue d'un pas décidé. Elle est au beau milieu de la circulation, sur un îlot piéton. Entre son arrêt de bus qu'elle veut atteindre et la bouche de métro qui est juste à une vingtaine de mètres derrière elle. Et là, surgit un mec sur un énorme scooter. Le gars fait un détour exprès pour grimper carrément sur l'îlot piéton. Donc au beau milieu d'un carrefour, juste pour lui bloquer le passage. Il s'arrête devant elle et lui sort « Bonjour, je suis agent de mannequin et photographe et ton profil m'intéresse. » Il a un casque sur la tête et la première chose qu'elle lui dit, c'est de l'enlever par politesse. Tiffany, elle n'est pas du genre à rigoler avec les inconnus. Sa mère l'a toujours élevée en la sensibilisant bien au danger que représente l'autre. Donc le mec enlève son casque et là elle voit un homme blanc, plutôt bronzé, dans les 50 balais. Cheveux et barbe poivre et sel et super propre sur lui. Franchement, pour son âge, il est pas mal, genre, il a un petit air de Lambert Wilson. Ce qui lui paraît bizarre, par contre, c'est qu'on est en plein mois de juillet. Et le mec est habillé comme s'il partait faire une expédition dans le Grand Nord. Il porte une grosse veste North Face de motard bien chaude. Curieux. Entre guillemets, pas tant que ça, c'est peut-être juste pour la sécurité. Bref, il découvre sa tête et répète que son profil l'intéresse. Tiffany lui demande direct « Mais vous êtes de quelle agence ? Vous avez une carte ? C'est quoi votre prénom ?» Elle a déjà en tête de checker tout ça sur internet, au cas où. Et là, le mec commence à tirer une gueule longue, comme un lundi matin. Il est limite vexé qu'elle ose demander une carte. Il lui répond alors « Non mais j'ai pas de carte, mais je veux prendre des photos de toi. On va à l'agence, monte à l'arrière de mon scoot. J'ai un casque dans le top case. » À ce moment-là, Tiffany a peut-être que 15 ou 16 ans, mais son intuition, elle lui a jamais fait défaut. Elle se dit qu'elle va entrer dans son jeu et elle lui balance. « Désolé, mais là j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Par contre, si vous me donnez votre numéro, je reviendrai avec mes parents parce que je suis mineur. Et je crois pas que ce soit légal que je vous suive comme ça. » Elle a une tête douce, naïve et elle le sait. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est fait avoir dans le passé. Heureusement, jamais trop loin. Donc maintenant, elle est devenue méga sceptique. Le gars commence à s'impatienter, il parle vite, cherche ses mots, comme s'il essayait de retourner la situation. Un vrai mytho quoi. Il lui sort « Ben non, c'est pas interdit, il y a des milliers de filles qui tueraient pour être à ta place. Allez, tant pis pour toi, tu montes ou quoi ?» Tiffany reste polie, elle lui dit simplement « Bah non ». Et là, il trace. Elle oublie cette histoire rapidement, sans trop y repenser. Mais en 2023, quelques années plus tard, elle fait une insomnie. Et cette histoire lui revient en boucle dans la tête. Elle repense à ce qu'ils se sont dit, à ce qu'elle aurait pu répondre, au fait qu'elle aurait pu appeler la police. Tout ça. Alors, pour se calmer, elle tape un truc sur Google. Genre scooter, ville, photographe, Paris. En vrai, elle se souvient plus des mots exacts qu'elle a mis. Elle clique sur le premier lien.
Et là, elle tombe sur un article du Parisien si elle dit pas de conneries. Et bam, première illustration de l'article. Un portrait robot qui lui file un vrai coup de froid. Clairement, c'est lui, comme deux gouttes d'eau. Le mec qu'elle a vu en 2018, elle hésite à lire l'article, mais elle se lance et elle découvre que ce gars est activement recherché. Il se faisait passer pour un photographe. Son mode opératoire, eh bien, il appelait ses victimes avec son blabla d'agence, les amenait en scooter, direction le bois de Boulogne. Et pour ceux qui connaissent pas Paris, le bois de Boulogne, c'est aussi l'endroit où il y a pas mal de personnes qui font des prestations contre des services physiques. Voilà. Et là, il les agressait, il les menaçait avec un couteau sous la gorge. Et il les laissait pour mortes. Et si elle se souvient bien, il y a au moins 4 jeunes filles qui sont tombées dans le piège de cette enflure. La description physique, le portrait robot, tout colle, c'est trop ressemblant. Tiffany est à 99% sûre que c'est lui, ce fameux photographe du scooter. Et là, c'est la culpabilité qui la submerge. Elle se sent hyper mal, elle se dit qu'elle aurait peut-être pu sauver ses filles si elle avait signalé ce gars plus tôt. Elle va voir la police, mais ils peuvent rien faire. Et à ce qu'elle sait, il court toujours. Elle pense que raconter tout ça, ça l'aide à se vider un peu la tête, parce qu'elle s'imagine ses filles et elle se demande si elle aurait pu changer quelque chose. En même temps, sans photo, les flics auraient probablement rien pu faire à l'époque. Et même si elle était quasi certaine que c'était lui, elle peut jamais être sûre à 100%. Bref, elle conclut avec ça. Faites gaffe à vous et ne vous laissez jamais embobiner par les paillettes. Derrière chaque promesse de gloire, il y a souvent quelque chose de bien crade qui se cache. Oh que oui, c'est très bien résumé la fin. Oh, vous inquiétez pas, je vais vous partager mon secret pour gagner 20 000 € par mois. Oh, si tu gagnes autant, pourquoi tu me le partages? Oh, tu es si généreux. Oh, le monde n'est pas gentil. Non, le monde n'est pas gentil clairement, donc ça n'existe pas. Les opportunités de fou comme ça n'existe pas. Ça peut exister, hein, ça existe, les agents, il y a des agents comme ça, mais il a une carte, il y a des pros, enfin c'est connu quoi, je veux dire, tu tapes le nom du mec, après tu le trouves sur internet, il te laisse le choix, etc. Enfin bref. Mais tout ce que je vous ai dit là, oui, vous inquiétez pas, je vais vous laisser découvrir comment vous pouvez gagner 20 000 € par mois. Non, personne, on gagne pas 20 000 € par mois, bref. Alors vous peut-être, je sais pas, s'il y en a qui, tant mieux pour vous, mais moi non. Bon allez, prochain thread. Summer, c'est clairement pas une meuf sociable. Elle est introvertie. Elle a une de ces têtes de « non, me parle pas ». Tout le temps. Elle a cette tête-là, même quand elle est tranquille et que, ouais, elle veut bien parler aux gens. Et pourtant, pourquoi les gens chelous, les excentriques, les bizarres, ils sont tous attirés par elle. Elle a littéralement prié tout ce qui existe. Dieu, la déesse, Allah, Bouddha, Cthulhu et même le monstre en spaghetti volant pour avoir une réponse. Alors ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Et apparemment, c'est une expression pour dire « j'ai tout essayé, même les trucs les plus farfelus ». Mais c'est une expression, donc voilà, ça marche. Elle est convaincue qu'elle a une sorte de néon géant au-dessus de sa tête, qui clignote en mode « votre âme sœur, c'est moi ». Mais ce petit truc visible, il est visible que par les psychopathes, les cassés de la vie et les tueurs en série. Bah ouais, sinon c'est pas marrant. Et quand elle arrive à esquiver ses tarés, c'est ses potes, les boulets, qui les aident à les retrouver. Ils veulent qu'elle soit plus sociable, alors ils se disent « oh Summer, elle s'est fait un pote ». Et bam, ils filent son numéro sans lui demander. Ah oui, ses potes, ils sont vraiment nuls. Quand elle est plus jeune, elle fait du patinage artistique. Et en 1994, elle se chope 2 fans. Ce jour-là, elle vient de sortir de la patinoire de Tulsa et elle est posée sur un banc. Elle attend ses notes. Il y a un mec de la patinoire qui lui fait un signe. Summer, il y a un gars là-bas qui veut un autographe. Elle pige pas trop, en mode quoi? Mais on est des amateurs. Qui voudrait mon autographe? Tu me fais une blague là? Ah non, c'est lui là-bas. Il a dit qu'il te connaissait de ton club. Le gars attend près de l'entrée sur la glace et il lui tend un carnet à spirale. Je m'appelle Clay, j'ai adoré ton programme Spotlight Star Wars. Il lui sort qu'il est resté après que sa nièce ait patiné juste pour la voir elle. Il lui dit qu'il l'a déjà vue à Houston et à Fort Worth. Le mec est blond, plutôt pas mal, mais il la fixe avec des yeux bleus genre qui clignent jamais. Il sourit sans décrocher une seule fois pendant qu'elle écrit. Pour Clay, tu es mon tout premier autographe. Merci, meilleurs vœux, Summer. Et là, elle tilt. Le programme Spotlight, c'est un show avec costumes et accessoires. Rien à voir avec ce qu'elle vient de faire, qui était du freestyle. Et dans son sketch, elle est carrément déguisée en Dark Vador avec casque inclus. Donc comment il a pu la reconnaître? Mais bon, elle se dit que c'est sûrement pas grave, que son nom était dans le programme et que sa nièce a dû lui parler d'elle. Ouais, je suis un grand fan de Star Wars, tu sais.
On voit plus trop ça depuis que la trilogie est finie. Chelsea et moi, on était trop contents de te voir patiner. Chelsea, c'est ma nièce. T'as gagné alors? Oui, merci. Et Chelsea, ça a été? Là, elle regarde autour, mais aucun enfant semble traîner avec lui. Le mec ne répond pas à sa question, il enchaîne directement. T'as gagné les 2 fois? On trouvait que t'étais super courageuse avec le casque de Vador. Ouais, j'ai gagné 2 fois. J'espère que Chelsea a bien patiné. Oui, elle a eu la médaille de bronze. Elle est rentrée chez elle avec ma sœur. Et quand il parle, il a toujours ce regard intense qui cligne jamais. Moi, j'ai pas aimé la performance de l'autre fille là avec les Beach Boys. On voulait que tu gagnes. Ah, ok, merci. Et dis félicitations à Chelsea de ma part. Merci de m'avoir demandé un autographe. Profite bien du reste de la compétition. Merci. Chelsea, c'est ma nièce. Là, Summer se dit ok, mais il n'y avait pas besoin de rajouter encore cette phrase. On n'aime pas la fille de Dallas, elle portait un bikini. Bon, ça y est, Summer se dit que le gars il fait que parler, ok, et elle se dit que ça devient carrément bizarre. Ah, Jill? Moi, j'ai trouvé ça courageux de patiner en maillot. Perso, rien que de la voir, j'ai eu froid. Elle patine super bien. Et les Beach Boys, c'est toujours fun. Non, on n'a pas aimé. Elle était en bikini, ici, devant des gamins. Et comment vous dire que là, il regarde Summer avec un air de jugement suprême. Bon, ravi que mon sketch t'ait plu. Amuse-toi bien et bon retour chez toi. Là, ça y est, Summer, elle veut juste une chose, c'est fuir. Ouais, je regarderai tes autres épreuves ce soir. Je t'encouragerai. Ah, ça y est, Summer, elle se dit, bon, ça y est, c'est bon, lâche l'affaire. C'est gentil, mes résultats devraient être affichés. Excuse-moi, passe un bon week-end. Ah ouais, j'attends de voir ta médaille. Viens me la montrer. Elle en peut plus, Summer. Elle veut juste que cette conversation se finisse. Merci, c'est gentil. Elle récupère ses résultats, médaille d'argent. Pas mal. Le hall est blindé de patineurs qui s'échauffent. Nathan, un pote de Dallas, se faufile. Hey, Devon m'a dit qu'un mec voulait ton autographe. Tu deviens une star ou quoi? Non, c'est juste un excentrique qui a aimé mon numéro en Dark Vador. Il dit qu'il sera là ce soir également. Nathan lui tape dans la main, elle montre sa médaille et là, gros malaise. Summer! Summer! Tout le monde se retourne. Clay est au bout de la patinoire, penchée sur la rambarde, bras en l'air. Elle lève sa main pour lui faire un petit geste et lui, il hurle. Youpi! Summer! C'est toi la championne! Y a pas d'ange gardien pour la sortir de cette galère. Nathan propose de rester avec elle pour la soirée, vu qu'elle a fait le voyage sans son mari. Mais Clay, lui, il s'arrête pas là. Il laisse son numéro à l'accueil, appelle l'hôtel où elle loge, essaye même de faire appeler sa chambre et il lui laisse un message vocal pour l'inviter à dîner avec lui, Chelsea et ses parents. Elle répond pas. Heureusement, l'hôtel donne pas son numéro de chambre. 3 jours après son retour, elle reçoit une grosse enveloppe envoyée à sa patinoire. Dedans, il y a 2 photos de 20 cm par 25. Une, c'est elle pendant son numéro de Dark Vador. L'autre, c'est un montage flingué du podium des championnats US. Il a carrément coupé la tête des Nancy Kerrigan, collé celle de Summer à la place. Et il a écrit Summer 1994 O, avec un dessin de médaille d'or et un gros cœur autour d'elle. Et là, forcément, elle flippe parce qu'au lycée, elle a déjà eu un vrai harceleur. Et ça l'a traumatisée pendant des années. Mais appeler les flics, non, ce serait inutile. Le mec a rien fait d'illégal. Le week-end du 4 juillet, il y a un tournoi organisé dans sa patinoire. Et forcément, vous le voyez venir, Claire revient. Il attend près du bureau. Et dès qu'il la voit, il lui saute dessus. Mais cette fois, son mari est avec elle. Clay part en vrille. Il parle de leur connexion. Il lui balance qu'elle l'a manipulé. Il lui hurle dessus parce qu'elle lui a pas dit qu'elle était mariée. Elle s'est servie de lui pour tromper son mari. En gros, il dit devant le mari qu'ils ont couché ensemble. Et son mari, normalement tout doux, il est à 2 doigts de lui coller une droite. Surtout que Clay se met à choper la main de Summer et dit « Regarde, elle porte même pas son alliance, c'est parce qu'on couche ensemble. » Et Summer, elle met jamais son alliance quand elle patine. Heureusement, la sécurité intervient, le dégage et menace d'appeler les flics s'il revient. Et comme si ça suffisait pas, Clay envoie une autre lettre bien vénère à sa patinoire. Il raconte qu'elle l'a séduit, mené en bateau et qu'elle comptait l'utiliser. Il y a un deuxième gars qui était un peu chiant à sa patinoire, mais lui c'était un excentrique. C'était un autre patineur qui n'était pas si dangereux, juste un peu trop attaché à elle. Il était du genre « Ah, t'as perdu ton mari ? Ah, moi je suis là, t'inquiète pas, tu peux tomber dans mes bras. » Mais ça, bon, c'est encore une autre histoire. Et c'est comme ça que se termine cette histoire à la patinoire. En tout cas, l'histoire, elle est folle, le contexte change un peu. La patinoire, vraiment très très cool. Voilà, donc j'ai bien aimé. Le mec, il se pensait en couple avec elle, vraiment, je sais pas pourquoi. Mais je comprends pas les gens. Et c'est pas un malentendu ou
Faut savoir qu'aux États-Unis, ils font des trucs, ils datent. Ils se datent entre eux. Mais ça, tant qu'ils ne sont pas dit on se met ensemble, ils sont pas ensemble. Donc ils peuvent se date, nanani, nanana. Mais là, non, il y a rien. Elle ne t'a jamais donné l'illusion que vous étiez en couple. Bref, le mec est un excentrique de fou. Allez, prochain thread. Emma raconte une histoire qui l'a marquée, même si elle s'est passée il y a plus de 20 ans. Elle était étudiante à l'époque et avait trouvé un petit boulot pour se faire un peu d'argent après les cours et le samedi. Ce boulot, elle l'adorait, l'ambiance était top et le travail pas trop compliqué. Elle répondait aux appels pour renseigner les gens sur les services proposés. Le soir, elle finissait à 23 h, un peu loin de chez elle. Comme elle n'avait pas le permis, elle rentrait en transport. Un soir de printemps, il faisait super bon. Emma arrive à la gare de sa ville vers 23 h 30. À cette heure-là, plus de bus, donc elle n'avait pas d'autre choix que de rentrer à pied, comme elle le faisait à chaque fois. Elle n'avait pas peur, hein. Elle connaissait ce trajet par cœur, il suffisait de marcher en ligne droite pendant une vingtaine de minutes. Pour ne pas s'ennuyer, elle était au téléphone avec quelqu'un, mais elle ne se souvient plus de qui. Elle traverse le centre-ville, bien éclairé, mais désert à cette heure-là. Puis, en avançant, elle aperçoit un homme d'un certain âge, caché sous un porche dans l'ombre. Il portait une chemise ouverte et sur ses tétons, des épingles noires comme celles qu'on utilise pour les dessins. Il les secouait en la regardant avec un sourire de pervers. Sur le moment, au lieu de paniquer, Emma éclate de rire. Elle raconte la scène à la personne au téléphone. Elle est amusée. Puis, elle continue son chemin, pas vraiment inquiète. Elle se retourne une fois pour vérifier s'il était toujours là, mais il avait disparu. Elle se dit qu'il doit être resté sous son porche à attendre d'autres passants. Elle traverse une grande avenue perpendiculaire, quitte le centre-ville et arrive dans une rue pavillonnaire, moins éclairée. Encore 10 minutes de marche et elle sera chez elle. Arrivée devant une école primaire près d'une cité où habitaient ses amis, Emma remarque quelqu'un qui débouche d'une rue perpendiculaire à gauche. Et là, elle le reconnaît. C'est le même homme. Cette fois, il court vers elle, la braguette ouverte et son engin à l'air. Alors là, plus question de rigoler. Emma se met à courir à toute vitesse. Heureusement, les grands du quartier étaient là à squatter près de la fontaine. Elle hurle le nom du frère de sa meilleure amie qui était avec eux. En voyant le groupe, le type fait demi-tour et s'éloigne. Le frère de son amie la raccompagne ensuite chez elle en sécurité. En repensant à cette soirée, Emma réalise que le mec avait fait un détour pour l'attraper plus loin du centre-ville. Elle se dit aussi qu'à cet âge-là, elle était vraiment inconsciente du danger. Après ça, elle a continué à rentrer à pied, seule, et elle l'a jamais revu. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. D'ailleurs, c'est l'histoire d'une abonnée, je ne l'ai pas précisé au début, j'ai oublié parce que voilà, je suis sur plein de trucs en même temps. Mais voilà, un grand merci à toi de nous l'avoir partagé. Et oui, pourquoi le mec, je pense que je vois totalement la réaction qu'elle a eue. Tu sais, elle arrive, elle est là-bas, elle se dit bon, il y a un mec qui fait des trucs chelous, et il a des pinces sur les tétons, ok, d'accord, vas-y. Ok, il se fait un kiff le mec, ok, pourquoi pas. Elle marche, et là d'un coup, paf, là tu le vois. Et là tu sais que, non, là ça y est, c'est plus une blague. Et puis no comment, le gars il court avec son engin à l'air, là vraiment tu sais que... Là franchement si tu savais pas qu'il y avait un problème, là au moins le mec il t'a tout dit. Le mec je pense qu'il était dérangé le gars vraiment. En tout cas un grand merci et on passe à la prochaine histoire. Alors ce troisième thread horreur il m'est partagé par une abonnée de la chaîne. Et ça me fait trop plaisir quand j'ai des threads horreur abonnés. Enfin ça me fait plaisir mais d'un côté non. Oui, c'est ça que je viens de capter. C'est que en vrai, moins j'ai d'histoires à raconter d'abonnés, ça veut dire qu'il vous est arrivé moins de dingueries. Donc bon. Après, ça me fait plaisir dans le sens où vous me faites assez confiance pour que je puisse la partager. Et ça, c'est assez fou. D'ailleurs, vous pouvez quand même l'écrire si vous ne voulez pas la partager, si vous voulez juste vous vider la tête. Mais vous me l'écrivez en haut, je veux pas que l'histoire soit partagée et je la lirai. Mais je la partagerai pas, y a pas de souci. On n'est pas là que pour partager les histoires. Allez, je commence en lisant le petit bout, un petit peu, en POV, et puis après je passe en troisième personne. Bonjour Monsieur Delcor, j'écoute vos vidéos depuis un moment déjà, et avant toute chose, j'aimerais vous féliciter et vous dire de ne jamais lâcher votre concept. C'est très gentil, merci à toi. J'écoute vos vidéos pour m'endormir chaque nuit, c'est comme un petit rituel. Je viens de Montréal, au Québec, l'histoire n'est pas la mienne, mais celle d'une amie proche de la famille. L'histoire s'est produite cet été, en 2024. Et là, on va passer en troisième personne. Aurélie, elle était célibataire depuis un bon moment. Comme tout le monde, elle s'est inscrite sur des sites de rencontres pour tenter sa chance. Elle avait eu quelques matchs avant, mais rien de sérieux, juste des plans un peu nuls.
Mais là, pendant l'été, elle tombe sur un mec qui l'a vraiment intriguée. Elle match avec lui et ils commencent à discuter. Pour faire simple, on va l'appeler Samuel. Ils parlent régulièrement et au bout d'un moment, ils décident de se voir en vrai. Mais bon, faut savoir qu'Aurélie, elle est hyper prudente. Donc, elle propose un rendez-vous dans un resto en plein centre-ville, histoire de pas prendre de risques. Ça, c'est très bien. La soirée se passe super bien, ils accrochent tous les deux et au fil de la discussion, ils finissent par s'embrasser. Quand arrive l'heure de partir, Samuel lui propose de finir la soirée chez lui avec un verre de vin. Mais Aurélie, toujours aussi prudente, refuse direct. Elle préfère jouer la sécurité et lui dit qu'ils pourront se revoir plus tard. Une semaine après, Aurélie se réveille et remarque qu'elle a des boutons bizarres sur le bord de la bouche. Évidemment, elle panique et pense direct au pire. Elle demande à sa mère, qui est infirmière, de faire une culture pour vérifier si c'est pas de l'herpès ou un truc du genre. Elle y va et elle attend les résultats. Sauf que quand le téléphone sonne, c'est pas sa mère au bout du fil, c'est la police. Alors là, vous allez me dire, mais comment ça se fait? Et bah Aurélie, elle est complètement choquée, elle comprend pas ce qui se passe. Le policier lui explique que les boutons qu'elle a, c'est une bactérie qui s'attrape uniquement au contact de cadavres. Alors là, t'imagines, elle tombe des nues. Le policier lui demande avec qui elle était ce soir-là. Aurélie lui donne les infos sur Samuel, mais elle sait pas où il habite exactement, vu qu'elle l'a vu qu'une fois et qu'elle a refusé d'aller chez lui. La police fait son boulot et arrive quand même à trouver son adresse. Et là, c'est le drame. Il trouve un cadavre de femme chez lui. Franchement, quand il pense, la question qui te vient direct, c'est « Et si elle y était allée, chez lui, ce soir-là ?» Ça fait froid dans le dos, non? Bref, voilà qui termine cette histoire. Nous n'avons pas plus d'informations sur Samuel, mais nous savons qu'il a dû faire des choses avec la défunte car l'infection que notre ami avait sur la bouche est uniquement transmise par un cadavre. Et c'est comme ça que se termine ce thread. Voilà, merci encore à toi de nous l'avoir partagé et à l'ami de l'avoir partagé, puisque c'est l'ami d'une abonnée. Clac, on a fait des petits bouches à oreille. Ça, des fois, ça me fait rigoler parce que vous me dites « Ah, je regarde maintenant parce que j'ai une amie ou ma mère qui m'a montré tes vidéos. » Donc voilà, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à partager la bonne parole. Ouais, moi je regarde. Toi, tu fais quoi le soir? Eh bien, je regarde des vidéos de Delcor. Et si jamais toi aussi tu veux partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Allez, on passe au prochain thread. C'est un truc qui remonte à 1 an à peu près, mais Mackenzie vient de lire une histoire du même genre et franchement, ça lui a foutu des frissons. Rien que d'y repenser, elle a encore la chair de poule. À l'époque, elle a 3 enfants qui ont 9, 7 et 2 ans et elle vit avec son mari. Ils sont paumés dans une zone bien rurale en Angleterre, juste à la sortie d'un petit village tranquille. Genre le coin où tu t'attends à rien d'autre que le bruit des oiseaux et des tracteurs. Comme d'hab, tous les soirs, elle vérifie que la porte est bien fermée à clé. Et souvent, elle met même la chaîne. Ce soir-là, tout semble normal. Sauf que dans la nuit, elle est réveillée en sursaut par des coups ultra violents à la porte d'entrée. Au début, elle se dit que c'est sûrement un gars bourré qui s'est planté de maison. Mais le mec insiste, il essaye de tourner la poignée. Il tripote la serrure, il bidouille un truc. Bref, il veut rentrer, clairement. Son mari n'est pas encore à la porte, alors Mackenzie, elle se pose dans l'escalier avec son téléphone dans la main, prête à appeler au moindre truc louche, juste au cas où. Son mari, lui, tente de calmer le jeu et dit au mec qu'il y a des gosses qui dorment, qu'il faut qu'il dégage tout de suite. Et là, le mec part dans un délire total. Il a une voix pâteuse, pas non plus complètement à l'ouest, mais bien instable. Clairement, soit il est sous quelque chose, soit il a un souci mental. Il arrête pas de demander après une nana, genre il cherche une certaine femme. Et le mari lui répond que non, il y a personne ici avec ce nom, qu'il s'est sûrement gouré de maison et qu'il doit partir. Mais le type insiste, il répète en boucle qu'il la planque, qu'il sait qu'elle est là et qu'il va rentrer. Pendant ce temps, Mackenzie entend des bruits vraiment bizarres venant de l'autre côté de la porte. Ça tape, ça gratte et il y a un autre bruit qu'elle n'arrive même pas à identifier. Alors son mari sort la carte de la police. Il lui dit que sa femme a déjà appelé les flics et là le gars donne encore des coups. Des coups mais vraiment frénétiques. Puis d'un coup, comme ça, le silence, plus rien. Ils se disent que ça y est, il est parti. Et ce qui est flippant, c'est qu'ils n'entendent rien non plus chez les voisins. Comme si le mec s'était volatilisé. Mackenzie, elle reste en alerte quelques heures au cas où il reviendrait. Elle a une raquette de tennis à portée de main, prête à lui en coller une si jamais il revient. Mais heureusement, elle n'a pas eu besoin de s'en servir.
Le matin arrive, c'est le week-end, alors elle décide d'aller voir dehors. Et franchement, elle se sent pas bien en découvrant le carnage. Sur la porte, il y a une énorme bosse. Pas un coup de poing normal, non, un vrai choc. Autour de la porte, sur les panneaux à côté, il y a des marques de griffures. Et il y a du sang. Pas des litres, hein, mais assez pour qu'il faille nettoyer. Elle pense quand même à prendre des photos avant. Et là, entre la porte et les poubelles, elle tombe sur un cendrier éclaté par terre. Il est dégueulasse, recouvert de sang, il est en 1000 morceaux. Une de ses plantes d'extérieur a aussi été renversée, il y a de la terre et des feuilles partout sur le sol. Elle se dit que le gars a dû essayer de péter la porte avec le cendrier et s'est coupé dans le processus. Mais bon, c'est que des suppositions. Ce qui la fout vraiment mal, c'est que ce type, il est agressif comme vraiment flippant. Et il n'y a aucune raison pour qu'il soit visé, elle et sa famille. Alors, ils vont prévenir les voisins qui tombent des nues. Apparemment, eux aussi ont entendu des bruits cette nuit-là. Mais ils ont cru que c'était juste un mec ivrogne. Et là, détail chelou. Quand il parle du nom que le gars cherchait, un des voisins tilt. Ah ouais ? C'est la meuf qui vivait à quelques maisons d'ici. Elle prenait des substances, traînait avec des gens chelous et il pense que c'était peut-être un ancien pote de défonce qui la cherchait encore. Il y a déjà eu des interventions de la police chez elle, mais Mackenzie connaît pas les détails. Depuis cet incident, ils ont installé une caméra de sonnette et un système d'alarme relié directement aux flics. Si personne répond, les secours sont appelés automatiquement. C'est déjà ça. Ils n'ont pas été blessés ce soir-là, mais sérieux, ça aurait pu tourner au drame. Et rien que d'y penser, ça lui fout encore la trouille. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. En tout cas, si vous avez kiffé tous ces threads, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et un abonnement si ce n'était pas déjà fait. Et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes. Il y a quelques mois, Courtney balance un post tout simple sur le subreddit R Symbologie. Elle demande juste si quelqu'un connaît la signification d'un symbole gravé sur un collier qu'elle a trouvé. À la base, c'est rien de fou, vraiment. La plupart des gens répondent qu'ils savent pas trop, ou alors ils passent à côté. Mais il y a un certain Stan qui lui répond en commentaire qu'il veut lui envoyer un message privé. Le truc chelou, c'est que Reddit ou les modos du subreddit ont visiblement masqué son commentaire, parce qu'il est quasi impossible à retrouver. Mais son pseudo est super simple, alors elle le cherche direct et elle le trouve. Avec le recul, ouais, elle se dit que c'était pas super malin. Mais à ce moment-là, elle se méfie pas trop. Le gars a pas l'air louche à première vue et elle veut juste une réponse sur le collier. C'est tout. Et là, Stan lui sort une histoire carrément bizarre. Il lui dit que le collier, c'est un signe des anciens et qu'il n'en existerait que 5 dans le monde. Et selon lui, un des 5 proprios est mort. Courtney pense clairement qu'il lui raconte des conneries, mais bon, elle joue le jeu, elle lui pose 2-3 questions sur son histoire à dormir debout. Elle l'écoute à moitié pour pas être impolie, mais elle y croit pas une seconde. Un mois plus tard, elle publie un autre message, cette fois sur le subreddit RBI. Je sais pas ce que c'est. Elle parle d'une série de disparitions dont elle se souvenait vaguement quand elle était plus jeune. Et elle demande si quelqu'un en sait plus. Le truc, c'est que ça n'a aucun rapport avec le collier, ni avec Stan. Et pourtant, devine qui revient lui parler? Ouais, Stan. Il lui envoie un message privé direct. Il lui dit de supprimer ce nouveau post, parce que selon lui, ça touche à une enquête en cours. Et il lui conseille aussi de supprimer celui sur le collier. Là, Courtney trouve ça grave chelou. Genre, pourquoi ce type random qui a répondu à un de ses posts vient lui donner des ordres comme ça? Du coup, elle lui demande une preuve qu'il est vraiment quelqu'un de compétent ou qu'il sait de quoi il parle. Mais lui commence à devenir insistant, vraiment relou. Il lui fout la pression, il lui dit encore et encore de tout supprimer. Courtney l'ignore, elle se dit qu'il cherche juste à attirer l'attention et elle passe à autre chose. Elle est caissière dans une supérette et quelques semaines après avoir coupé les ponts avec Stan, 2 types débarquent un soir. Ils achètent 2 pizzas surgelées, rien de spécial à première vue. Ils ont entre 25 et 35 ans. L'un est blond, l'autre est brun. Elle les scanne comme d'hab et le brun lui sort un truc qui la glace. Alors Liviane, quelqu'un t'a déjà dit ce que signifiait le collier? Courtney, elle bug complètement. Son vrai prénom, c'est pas Liviane. Liviane, c'est le pseudo qu'elle utilise sur internet. Elle l'utilise depuis qu'elle est gamine. Personne dans la vie courante ne peut l'appeler comme ça. Là, elle piche que l'un des 2 types, c'est forcément Stan. Mais elle garde son calme, elle fait genre elle comprend pas de quoi il parle. Le gars dit juste tant pis, il paye les pizzas et ils se barrent tous les 2. Mais Courtney, elle est en stress total parce qu'elle comprend pas comment il l'a retrouvé et surtout comment il connaît son pseudo. En rentrant chez elle ce soir-là, elle les voit dans une voiture qui roule sur la même route qu'elle et ils lui jettent un regard noir tous les 2
en passant à côté. Pendant un moment, elle sait pas trop lequel est Stan. Elle pense que c'est le blond, vu que c'est lui qui a parlé. Mais en fait, elle le revoit jamais. Par contre, le brun, elle le revoit plein de fois. Toujours avec quelqu'un d'autre. Il est jamais seul. Une personne différente à chaque fois. Mais lui, il est toujours là. Soit debout, soit en train de marcher. À chaque fois, Stan la regarde fixement. Mais il lui parle pas. Il discute seulement avec la personne qui l'accompagne, mais sans jamais la lâcher des yeux. Et puis un jour, il finit par lui parler. Il s'approche et lui demande si elle a supprimé ses messages Reddit. Elle fait genre, elle pige pas, mais là il insiste de ouf. Elle lui lâche alors un « Mais mec, lâche-moi » et elle se casse. À ce moment-là, Courtney a toujours pas appelé les flics. Elle trouve pas Stan si flippant. Et il a jamais été menaçant jusque-là. Mais un jour, alors qu'elle revient de la laverie, elle remarque qu'une voiture la suit tout le long du trajet. Et là, elle commence vraiment à flipper. Parce qu'elle reconnaît que c'est la même caisse que Stan. Elle l'a vu qu'une fois, mais ça fait tilt direct. Alors, elle fait le test. Elle tourne 3 fois à gauche. Et le gars, comme par hasard, tourne à droite à la 3e. Il a capté le petit manège. Courtney finit par rentrer chez elle. Et là, devine quoi? Stan est garé juste devant son immeuble. Il la regarde droit dans les yeux, pas un mot. Elle remonte direct les vitres, chope son téléphone et tape le 11. Alors je me suis fait avoir parce que je me suis dit mais c'est dans quel pays qu'ils utilisent le 11? Et j'ai pas fait le rapprochement. Mais je pense qu'elle a oublié un chiffre et c'est le 911. Oui, voilà. Stan sort de sa bagnole, s'approche de la sienne et commence à taper à sa vitre. La police arrive quelques minutes plus tard et lui parle. Elle sait pas ce qu'il leur dit, mais ils font rien. Les flics lui demandent si elle a des preuves comme quoi il l'a harcelée. Elle lui montre les messages Reddit, les commentaires, mais ils ont pas l'air de s'y intéresser. Ils haussent les épaules. Stan leur dit qu'il va rentrer chez lui et qu'il va plus lui parler. Les flics trouvent ça ok et ils le laissent partir. Depuis, Courtney l'a plus jamais revu. Au moins il a pas menti. Ni lui, ni les gens avec qui il traînait. Et franchement, elle espère que ça va rester comme ça. En tout cas, très flippant, mais très flippant. Quand ça passe de l'internet au réel, tu te dis... Pourquoi? Vraiment là on reste sans réponse. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il lui dit mais supprime tes messages? Pourquoi il lui fait croire des trucs? Ouais, trucs des anciens, machin. Bon bref, pourquoi? C'était quoi son but? Allez, prochain thread. Et bah voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu et un abonnement, ça aide énormément. Et si jamais vous en voulez plus, et ben je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes.